Bonjour et bienvenue sur le podcast Tactical Cast, podcast où l'on parle tactique, airsoft, gear ou sujet défense à travers l'expérience d'un invité. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tactical Cast. Comme à chaque début d'épisode, je vous invite à aller nous suivre sur Instagram pour être au courant de toutes les nouveautés et les nouveaux épisodes de Tactical Cast. Vous pouvez soutenir Tactical Cast de deux manières différentes. La première, c'est de partager les épisodes lorsqu'ils sortent et d'aller sur les plateformes de podcast en ligne pour évaluer le podcast, ce qui a pour effet de lui donner un petit peu plus de visibilité. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car c'est nous qui sommes invités par KarmaFit à Bordeaux lors de leur stage Immersion, stage qui a pour vocation de préparer les jeunes qui veulent tenter les concours d'entrée à des unités d'élite, notamment les forces spéciales. Nous avons donc pu suivre les stagiaires durant ce stage d'immersion et nous entretenir avec Aurélien qui était l'un des instructeurs. Je vous laisse avec notre échange et vous verrez, c'est intéressant. Salut Aurélien, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va nickel chrome. Du coup Aurélien, toi tu es le fondateur de KarmaFit, c'est ça ? Exactement, oui. Comment tu te présenterais en quelques mots à quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'activité ? Bah en fait, je suis spécialisé dans la préparation physique et mentale pour toutes les personnes, notamment les jeunes qui veulent passer des concours et des sélections pour la gendarmerie, police, pompiers, douane, militaire et aussi le monde des forces spéciales. Ouais. Et c'est quoi ton parcours qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui ? Wow, ça va être long. Je vais essayer de raccourcir le plus possible. En fait, tout a commencé quand je travaillais dans un certain magasin. Je suis parti vivre à l'étranger, notamment en Australie et en Asie. Et quand je suis revenu de ces pays-là, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais continuer la restauration ou l'informatique ? Ou est-ce que je me lance vraiment dans la chose qui me passionne le plus, qui est le coaching et d'aider les gens. Et en fait, j'ai fait ma formation de coach et de CrossFit. Et c'est de là où j'ai commencé à rencontrer des gendarmes, des militaires et à kiffer ce monde-là et à me focus uniquement sur ce monde-là après. Ouais, ok. Et c'est quoi KarmaFit en fait ? KarmaFit, si on prend l'étymologie du mot karma, ça veut dire action. Et fitness. Et en fait, ce qui est intéressant, sans même savoir que karma voulait dire action à l'époque, eh bien en fait, je suis déjà de base un homme d'action, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train de mettre des actions, des petites ou des grandes, pour pouvoir réaliser mes rêves et mes objectifs. Et aussi, d'où mon slogan, leader dans l'action. Donc voilà, ça représente bien le mot action. Ouais. Et c'est quoi l'activité en fait du coup de KarmaFit ? Qu'est-ce que tu proposes aux gens précisément ? Alors, ce que je propose précisément, en fait, c'est un accompagnement sur le plan physique, c'est-à-dire, imaginons qu'il y a un jeune qui veut passer ses tests pour l'armée de terre, qui va rentrer dans les CSO, il doit faire des squats, tests de cardio, luc léger et traction. Ouais. Comment moi je peux l'aider ? Bah du coup, je lui propose soit un coaching en distanciel, s'il n'est pas sur Bordeaux, parce que je suis sur Bordeaux, ou soit il vient à ma salle au temple KarmaFit sur Bordeaux, et là je le suis et je lui donne vraiment tout mon savoir pour qu'il puisse, et toutes les clés aussi pour qu'il puisse évoluer le plus rapidement possible et physiquement, et qu'il plie le game quand il passe ses sélections. Ouais. Mais en dehors de la partie physique, je me suis spécialisé aussi dans la préparation mentale, avec beaucoup de cours très techniques, notamment sur la PNL, programme neurolinguistique, neurosciences et loi d'attraction, voilà, méditation. On rentre dans vraiment des choses vraiment très très puissantes et très concrètes et très simples aussi à mettre en place, pour faire comprendre aux jeunes qu'il n'y a pas que la préparation physique, mais aussi la préparation mentale pour pouvoir réussir les sélections. Et notamment dans les forces spéciales, puisque dans les forces spéciales, il n'y a que 10% de réussite, que ce soit aux entretiens ou à l'oral. Ouais, c'est hyper faible en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qui est hyper frappant dans ton approche en fait de la formation, c'est que tu intègres de la spiritualité, tu intègres des cours de développement personnel, etc. C'est pas juste driver le mec sur comment on fait des squats et comment il peut avoir une bonne condition. C'est aussi lui apporter des clés pour se renforcer dans sa tête, quoi. Alors c'est plus des clés, c'est un trousseau que je donne. Ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses, quoi. Le physique, l'émotionnel, intellectuel et spirituel, d'accord ? Très très important. Si vous basez uniquement votre prépa pour vos concours uniquement sur le physique, vous n'êtes pas bon. Si vous rajoutez un peu d'émotionnel, d'intellectuel et spirituel, c'est bon, vous avez la pyramide complète et vous êtes un soldat 2.0, vous êtes complet dans votre prépa. D'accord ? Comment tu t'es dit que tu allais te lancer dans la préparation physique de futurs soldats et de futurs forces de l'ordre ? Ouais. En fait, quand j'ai commencé à faire du coaching au CrossFit, donc je coachais monsieur et madame tout le monde, j'ai commencé à coacher des gendarmes, donc des gardes républicains et gendarmes mobiles et pelotons d'intervention. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'honneur, la chance et le privilège, entre guillemets, de pouvoir coacher un militaire
mais pas n'importe lequel, puisqu'il faisait partie du 13e RDP, il était chuteur opérationnel là-bas. Ok. Sauf que moi, je connaissais pas ce monde-là encore au tout début. Donc quand le gars m'a dit 13e RDP, pour moi, je savais pas de quoi il parlait. Pour moi, c'était un mec lambda. Ouais. Et un jour, par curiosité, parce que je suis quand même quelqu'un de curieux, je tape 13e RDP sur YouTube et je tombe sur le reportage de Alain Figarez, de mémoire, c'est ça. Ok. Et là, Oui, je oui, commence à bugger en fait devant mon écran. Je me dis, et je commence à avoir les larmes aux yeux. Je me dis, mais en fait, je suis en train de coacher une légende, une machine de guerre, quelqu'un d'incroyable. Et je me dois de donner encore mieux que ce que je fais actuellement en termes de service et de prestations avec ce mec-là, parce que il fait des trucs incroyables. Et de fil en aiguille, je sais pas si c'est la loi d'attraction, mais en tout cas, je pense que c'est fortement lié. Ça, faudra que tu nous en parles. Ouais, on parlera de la loi d'attraction après. En fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus de militaires dans mon tout petit garage à l'époque, avant que je passe à la grande salle de 200 mètres carrés là. Et du coup, j'ai dit, je stoppe la remise en forme pour monsieur, madame, tout le monde, et je me focus uniquement sur les militaires, gendarmes, police, etc. Pour la simple et bonne raison que on épousait exactement les mêmes valeurs, qui est le dépassement de soi, la camaraderie, la loyauté, voilà, tout ce qu'on retrouve comme valeur de guerrier, de soldat, de combattant. Et d'où tu les tenais, toi, ces valeurs-là? Toi, personnellement, tu viens pas du monde militaire? Non, du tout. Je pense que ça devient de mon père, puisqu'il a connu la guerre. Parce qu'il est né au Cambodge, il y a eu la guerre au Cambodge. Après, il est parti au Vietnam, il y a eu la guerre au Vietnam. Il a immigré du Vietnam jusqu'à la France, sans parler il parlait pas français, il avait pas de thune et tout ça. Donc, je pense que j'ai hérité de ce qu'on appelle la résilience. Voilà, le gène de la résilience que tout soldat, tout guerrier a aussi naturellement ou qui a développé. Ouais. Et voilà, donc je pense que c'est ça qui a fait écho en moi, dans le sens où mon père et tout ça, il a connu la guerre, et de me retrouver avec des soldats, je sais pas, ça doit faire un écho par rapport à ça. Je pense que ouais, c'est pareil. De mon côté, ma famille a été vachement marquée par les deux conflits de guerre mondiale, Première et Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que ça nourrit en toi inconsciemment une sorte de, pas d'attirance, parce que c'est pas vraiment une attirance, mais t'as un lien en fait avec ça. C'est ça. Pourtant, on n'en parlait pas à la maison. Hein. On n'en a jamais parlé. Il m'a raconté quelques histoires, mais c'était pas non plus des trucs fous. Mais pourtant, je sais pas, quand je me retrouve là comme aujourd'hui au stage immersion avec des commandos marines, des gars du premier PIMA ou même des gars du GGN avec qui j'ai travaillé, avec François ou David Corona et tout ça. T'es dans ton élément. Je suis dans mon élément. Ouais. Pour moi, c'est tellement normal. Je me sens pas. Je me sens à ma place en fait. Voilà. Ouais. Ni plus ni moins. C'est naturel quoi. C'est naturel, ouais. Stop ici, stop. Allez, le warm, à bout de bras, au-dessus de vos têtes. 1, 2, 3. Et comment tu t'es mis en contact avec des forces spéciales pour justement lancer cette activité-là? Alors ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Je dis, ok Aurélien, tu es un simple civil. Comment cela se fait que tu travailles avec autant d'unités différentes? Et en fait, c'est tout simple. J'ai activé la loi d'attraction parce que maintenant, je me suis spécialisé là-dedans. J'ai fait beaucoup de formations là-dedans. J'ai des heures et des heures de formation là-dessus. Explique-nous. Donc la loi d'attraction, en fait, c'est une loi qui est universelle. C'est un peu comme la gravité. Ok. Donc la gravité existe depuis toujours. Ça n'a jamais bougé. Qu'on habite en Chine, aux États-Unis, n'importe où sur la planète, si je monte du 4e étage que je saute, je m'écrase. La loi d'attraction, c'est le même principe, c'est que peu importe où on est dans le monde, à partir du moment où on l'active, en sachant qu'elle est déjà active, parce que c'est une loi universelle, mais qu'on accentue un peu plus cette loi, en fait, tout ce que je vais visualiser, tout ce que je vais ressentir au plus profond de moi-même va se réaliser. Voilà. Donc, ce que j'enseignais hier dans le stage immersion, c'est que la plupart des gens ont un mindset, donc un état d'esprit bancal. Puisqu'on a à peu près 95% de losers au niveau mondial et 5% de winners et de leaders. Et si on regarde bien la stat, c'est exactement ça. Quand on voit les gilets jaunes, on a tout compris. Voilà. Bonjour à vous les gilets jaunes. petite balle perdue. Voilà, ça passe au calme. Et donc la loi d'attraction, en fait, sans le faire exprès, je l'activais de temps en temps, donc il m'arrivait toujours des trucs incroyables. Et quand je me suis bien formé, j'ai compris toutes les techniques, le chant quantique, méditation quantique, etc., l'auto-hypnose, la PNL et tout, et comment activer le subconscient pour se connecter à ce qu'on appelle à l'iCloud de l'univers, au savoir infini. Bon, ça fait un peu perché, mais quand je l'explique avec des mots scientifiques, les gens ils comprennent avec des diapos et tout ça. Et en fait, un jour je me suis dit, tiens, dans mon équipe, j'ai un gars du GIGN, donc avec François Guibert, ça serait cool que j'ai un gars du premier PIMA et commando marine. Et en fait, la semaine d'après, réservation d'appel pour une session stratégique, je me retrouve avec Wayne et 2 jours après avec Tony commando marine. C'est un truc de fou. Et le truc le plus dingue avec la loi d'attraction, c'est il me manquait un gars du 13e RDP.
Et comme j'ai commencé mon coaching avec un gars du 13e RDP, en l'occurrence Tony, Shooter Ops, 5e escadron du 13e RDP, je me suis dit, il me faut un mec du 13, quoi, c'est pas possible. Ouais. Et j'étais avec un élève qui s'appelle Emric dans la voiture, qui était un passionné de la traction, mais qui n'arrivait pas à l'activer. Je dis, écoute, je vais faire une technique, je vais pas te dire ce que c'est, je vais la faire maintenant dans la voiture. Et normalement, selon mon estimation, dans 3 semaines, il va y avoir un gars du 13e RDP à la salle. Et en fait, c'était encore plus rapide que ça, parce qu'au bout d'une semaine, le vendredi soir, on était en train de boire une bière à la salle. Et ça s'appelle Fred. Fou, hein. Voilà. Il a fait 10 ans au 13e RDP, premier escadron et tout ça. Donc c'est en activant cette loi-là que tu as réussi à te mettre en contact avec des FS, quoi. Exact. Juste pour information, c'est vrai qu'on enregistre le podcast dans une voiture parce qu'on est au stage d'immersion là à Bordeaux, et donc vous pouvez entendre le bruit de la pluie sur le toit. Donc on vous offre une petite séance d'ASMR pour vous mettre bien. Faut pas s'endormir. Ouais, c'est ça. Les débuts de l'aventure était quand même assez route. Tu m'expliquais qu'au début, c'était chez toi, entre ton garage et ton jardin. Tu peux nous raconter ça? C'est ça. En fait, quand j'ai commencé le coaching au tout début, c'est dans un tout petit garage de 10 mètres carrés, sans eau, sans électricité, sans toilette. Beaucoup de personnes se foutaient de moi en me disant, ouais, Aurélien, tu vas jamais coacher des gens dans un petit garage où il y a rien, quoi, en fait. Et j'ai dit, t'inquiète pas, j'ai tout visualisé dans ma tête, dans le moindre détail, en utilisant ce qu'on appelle la stratégie VACOG, qui est une technique de PNL en utilisant les 5 sens, visualisation, olfactif, kinesthésique, gustative, etc. et l'ouïe. Et en fait, j'avais tellement visualisé que, en fait, c'est simple, quand j'ai ouvert le petit garage, tout était réalisé comme je l'avais visualisé dans ma tête. Ouais. Et donc, du coup, de fil en aiguille, je passe d'un petit garage de 10 mètres carrés à 20 mètres carrés. Donc, waouh, super évolution. Avec l'électricité. Ah, c'est 2 fois plus, hein, c'est bien. Et toilettes. Et là, je me dis, ok, et si on faisait un stage immersion à la maison. Et donc, du coup, on était, je crois de mémoire, 7 stagiaires. Il y avait 7 stagiaires. Et j'étais avec mon meilleur ami pour qu'il puisse m'aider. J'avais pas d'instructeur comme à l'époque avec des forces spéciales, tout ça. Et ils ont fait le bivouac dans mon jardin. Ils ont planté la tente avec un bout de bâton et ils devaient garder leur tente. C'est les voisins qui devaient être contents. Non, les voisins ils voyaient rien parce que c'était les arbustes pour pas cacher. Ouais, parce que ça fait un peu camp de Romano là. Ouais, c'est ça. Et c'est qui les gens qui viennent te voir pour des stages? Alors, c'est des jeunes de 18, on va dire, jusqu'à 25 ans, grand max, ou voire 27 ans pour certains, et qui ont l'ambition de rentrer dans l'institution, voilà, que ce soit la Marine nationale, armée de terre, police, gendarmerie, voilà, tout ce qui est force de l'ordre, force opérationnelle et force spéciale. Et t'as des gens genre qui font de l'airsoft, qui viennent ici pour essayer de s'endurcir un peu, ou qui veulent rentrer dans les forces de l'ordre ou militaires? Ouais, j'ai beaucoup de jeunes qui pratiquent l'airsoft, notamment aussi du milsim que je ne connaissais pas à l'époque. Donc maintenant c'est bon, je suis rodé à force d'en parler. Et donc beaucoup de gars de milsim et d'airsoft qui ont un projet de rentrer dans l'armée, qui ont fait du milsim ou de l'airsoft pour pouvoir goûter un peu à ce monde-là, de loin quand même, parce que c'est pas du tout la même chose quand on rentre dans le vrai métier. Et du coup, ils viennent au stage pour passer à un niveau supérieur. Parce que là, au stage, t'es encadré par un force spécial, notamment des commandos marines spécialisés en CTLO, contre-terrorisme, libération d'otages, ou avec Wayne du 1er PIMA qui a les mêmes spécialités. Et là, ils se rendent compte que entre ce que tu fais dans ton club d'airsoft et en réalité avec des vrais professionnels, là c'est le gouffre de Helm, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et je rappelle d'ailleurs que dans le stage d'immersion, il y a toute une partie du stage qui concerne le CQB et justement l'entraînement sur les réactions et comment se comporter en cas d'investigation, on va dire. Exactement. Alors on pousse pas non plus dans des techniques entre guillemets interdites et secrètes qui sont réservées que pour les forces spéciales. On reste vraiment dans les basiques et les fondamentaux, avec tout ce qui est ISTC, ouverture d'angle et tout. Et même quand on a des militaires, parce qu'on a des militaires qui participent au stage d'immersion, on a des gars du 1er RIMA, 3e RIMA, des gars de la SAED, des fusiliers marins maître chien. Enfin bref, on a des gendarmes PSPG et même ces gars-là qui maîtrisent quand même le sujet, quand ils revoient les bases, ça leur fait du bien, quoi. Ouais. Voilà. Et physiquement, un jeune qui veut venir te voir pour un stage d'immersion ou même un coaching, puisqu'en fait, t'as les deux, t'as le stage d'immersion et le coaching à distance et en présentiel. Dans quelles conditions physiques il doit être pour venir et que ce soit un succès? Alors, pour le stage, il n'y a pas de conditions physiques. Il faut juste être en bonne santé. Qu'on soit capable de faire des tractions ou pas, ou des pompes ou pas, en fait moi j'adapte tous les mouvements et tous les entraînements pour que la personne puisse suivre le stage correctement, en fait. Voilà.
C'est quoi ton état de fatigue? Là pour l'instant ça va parce que du coup on a pu se reposer, mais là ce matin du coup juste après le coxage on a une petite course. Petite, c'est un euphémisme en soi non, c'est pas très long, on a dû faire quoi, 6 km. Je saurais pas dire, mais voilà, avec le sac plus du coup le gilet, ouais, j'avoue j'ai pas mal un peu subi là. Et là ton état de fatigue actuel, t'es comment là? Fatigue mentale ça va, fatigue physique je commence à avoir des débuts de crampes. Ouais. Et là par exemple je suis à peine parti courir, j'ai eu 2 points de côté d'un coup. Ah ouais, ok. Donc bon, il y a encore du jus, mais Ouais. Ta volonté n'est pas du tout entamée. ah non. T'es toujours aussi chaud. Ah bah ouais, je me dis que de toute façon dans nos sélections ce sera 10 fois pire. Ouais. Beaucoup plus long et je pense niveau intensité encore un cran au-dessus. Ouais. Et qu'est-ce que t'es venu chercher toi ici? Le dépassement de soi, parce que voilà, quand on cherche des unités comme ça, faut savoir, comme on dit vulgairement, se tirer les doigts. Ouais. Et donc déjà ça a été un premier pas de faire le pas pour faire ce stage. Et après voilà, c'est me prouver à moi que je peux être capable d'aller jusqu'au bout des sélections que j'envisage de faire pour les GCP. Et tu penses qu'après un stage comme celui-là, tu seras plus à même de réussir ce que tu vas aller chercher? Pas directement, parce que quand je dis directement, c'est-à-dire pas juste après le stage, mais par contre le stage va pouvoir m'apporter tout ce qu'il y a à travailler. Et donc voilà, je saurai tout ce que j'aurai à faire. Et par contre, oui, il y aura des petites notions que vu que je les aurai déjà eues, je sais que j'aurai un avantage par rapport à tous les autres candidats. Et ce qui fait que dans la pédagogie, dans le mindset, c'est plutôt bon parce que voilà, vu que je sais que j'aurai quelques compétences en plus, ouais, ça fait du bien au moral. Donc c'est pas une question de niveau physique, c'est surtout une question de volonté et de détermination. Ok, je suis peut-être une merguez physiquement, mais est-ce que je suis pas capable de me dépasser et de toucher certaines limites et de pouvoir les repousser? Et en fait, on l'a constaté au dernier stage. On avait 2 merguez, voilà, pour être gentil, dans le stage. Et en fait, tous les stagiaires voulaient les buter parce qu'ils ralentissaient le groupe, parce qu'ils n'arrêtaient pas de prendre des ramassages à cause d'eux. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du stage, une des 2 merguez, je ne vais pas citer le prénom, a brillé, en fait, a explosé ses limites physiques et au niveau mental aussi. Et en fait, nous a impressionné, nous les instructeurs, et a impressionné le groupe. Et en fait, tout le monde nous a dit c'était la meilleure expérience dans le stage. C'était même pas le coxage, c'était même pas le CQB, c'était de voir leurs potes qui galéraient pendant tout le stage et qui se dépassent et qui s'est révélé qu'on a vraiment vu comme la transformation de Super Saiyan avec Sangoku avec les cheveux jaunes. Bon, c'était à peu près le même délire, mais voilà quoi. On entend en direct les stagiaires qui reviennent d'une petite balade de santé. Je sais pas si vous les entendez. Après, moi, quand j'ai vu le stage, parce que j'ai eu la chance, tu m'as invité au stage en tant qu'observateur, hein, mais c'est quand même physique. Je sais que moi, par exemple, physiquement, j'aurais trouvé compliqué effectivement de pouvoir encaisser le truc. Je pense que tu dois être quand même dans un état un peu fit avant de venir, quoi. Pas forcément, en fait, comme je te disais, il y a des gens qui sont pas capables de faire 3 pompes, ou même il y en a qui sont à 0 traction, hein, et pourtant ils sont capables de faire le stage. Si à partir du moment où tu es capable de marcher, faire des squats, c'est bon, hein, top action quoi. Ouais. 12 13 14 Allez, synchro les gars. 15 16 J'ai pas synchro. J'ai pas synchro là. 7 Du coup, être prêt physiquement et mentalement pour les forces spéciales ou unités d'intervention pour lesquelles tu formes tes stagiaires, ça veut dire quoi en fait en général? Être prêt physiquement et mentalement, c'est déjà physiquement, c'est de pouvoir respecter les barèmes qu'on impose, que les FS imposent pour les personnes qui veulent rentrer dans les régiments, notamment au niveau des tractions, des pompes, cardio, etc. Et puis mentalement aussi d'avoir un mental à toute épreuve. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de jeunes se focusent beaucoup trop sur la partie physique, c'est-à-dire ils poncent à mort les tractions, pompes, développé couché, etc. Mais en fait, ils occultent complètement la partie mentale. Et ce qu'il faut savoir, c'est l'une des lois du succès que j'enseigne durant le stage immersion, c'est que la loi du succès, c'est 5% de stratégie, 95% de mindset, d'état d'esprit. Et ça, c'est un de mes mentors qui m'a enseigné ça. Au début, je comprenais pas. Et en fait, en réfléchissant sur toutes les expériences que j'ai vécues, à chaque fois que j'étais dans le succès, c'est quand j'appliquais cette règle de 95% de mindset. Parce qu'en fait, le pire pour l'être humain, c'est le doute.
les peurs et les croyances limitantes. C'est-à-dire que, ok, je fais 30 tractions. Ok, mais frérot, en fait, dans 3 semaines, quand tu seras fitox, que tu auras les bras en mode T-Rex, tu pourras même pas déplier les bras, tes 30 tractions, ils vont pas servir à grand chose quand tu seras à peine à 4 tractions. Et tes potes aussi. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? En fait, c'est ton mindset. Et je leur raconte beaucoup d'histoires avec un de mes disciples qui est au CPA 30, qui a eu une fracture au niveau de la cheville et qui a fait un 30 kg TAP, qui a fini dans les 5 premiers. Ou comme par exemple Tony Commando Marine qui s'est éclaté le genou avec un épanchement du liquide synovial et tout ça et qui a continué le stage co, qui a réussi. Et tant d'autres, plein d'histoires comme ça où les mecs ils étaient vraiment dans la souffrance ultime, mais mentalement ils se sont dépassés. Et comme j'explique beaucoup à mes élèves, je leur dis, les gars, ça sert à rien d'avoir un corps de titan si vous avez un mental de chips. Parce qu'une chips, t'as vu, tu fais juste ça craque. Ouais, c'est clair. Surtout les Monster Munch goût bacon. Petit placement de produit, ça ne fait jamais de mal. En fait, on se disait jamais je tiendrai, mais en fait, on est tellement dans le truc, dans l'action, qu'en fait, on se dit, j'ai pas le choix, je dois tenir. Puis on se dépasse soi-même au niveau de ces peurs qu'on peut avoir. Certains avaient des peurs, des craintes. Donc après, en plus, on a des petites actions qui font que ça peut réveiller certaines peurs qu'on n'a jamais imaginées. Et du coup, justement, tout ça, ça aide déjà à se préparer pour les métiers qu'on va faire, qui ne sont pas forcément des métiers faciles et où on va être confronté à du mental énormément. Dans tout ce qui est pompier ou effort spécial ou autre métier. Dans tous les stages ou même dans les challenges, même dans mon coaching, pour moi, la partie physique, c'est le plus simple. Mais la partie mentale, c'est extrêmement compliqué de travailler ses croyances limitantes, ses doutes, ses peurs, ses phobies. Quand je leur demande juste de simplement faire de la méditation pendant 3 semaines d'affilée, 5 minutes le matin, sur un groupe de 10 personnes, seulement 2 sont capables de le faire. Alors, s'ils ne sont pas capables de faire 5 minutes de méditation tous les matins avant de partir au taf ou à l'école, il ne faut pas postuler par exemple pour les fesses, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'appliquer la discipline sur des choses simples en fait. Donc quand vous demandez des choses compliquées, comme par exemple, je prends un cas extrême, de libérer un otage, là, bonne chance quoi. Et ça, les instructeurs FS voient les gens qui sont disciplinés, qui sont dans le détail et qui ont un mental solide. Et tous les outils que je donne, méditation, PNL, cohérence cardiaque, auto-hypnose, mantra, mudra, etc., c'est tout simplement pour modifier son état d'esprit, sa conscience, et pour blinder, en gros, d'avoir des abdos au niveau mental. Il y a un des instructeurs avec qui j'échangeais qui m'expliquait que l'un des secrets pour échapper à la difficulté de ces épreuves-là, c'est de s'échapper en fait, de s'échapper dans sa tête, et que lui, ça lui a permis de survivre entre guillemets, de traverser des formations qui étaient hyper compliquées quoi. Exactement. Parce que psychologiquement, j'étais ailleurs. Et vraiment, et moi dans les stages, je me déporte ailleurs. Et le fait de faire ça, en fait, tu subis. Donc chaque minute, tu te dis pas putain, il reste encore du temps. Et en fait, c'est un peu la façon d'apprécier le temps quoi. Et en fait, ça passe beaucoup plus vite. C'est pour ça que je fais exprès de parler du temps depuis tout à l'heure. Ils vont 50, 40, parce que ça ouais, c'est clair, ça nique le moins là. Tu dis, ça fait que 10 minutes qu'on a commencé. Moi, je suis bon en gainage, je fais 5-6 minutes parce que je m'évade en fait. Quand je suis en gainage, je pars sur un rêve, un truc et ça passe. Vraiment pouvoir ça, c'est un truc que tu as travaillé pour en arriver là. Surtout dans les stages, j'ai découvert. Et après, je l'ai mis à profit sur chacun de mes stages dans l'armée. Ça marche. On appelle ça la dissociation cognitive. Donc que Sierra, CPA 10, un stagiaire à moi, un stagiaire qu'Armafit rentré dans le CPA 10 a fait. David Corona du GIGN dans une marche a fait aussi. Et en fait, c'est une technique que tout le monde fait naturellement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, tu fais une séparation de ton esprit, de ton corps. Ton esprit, tu l'envoies à Tahiti ou à Dubaï avec ce que tu veux là. Et ton corps, lui, il est en mode automatique. Bien sûr, c'est sur des mouvements répétés, comme par exemple, je sais pas, faire une marche, de la natation ou du vélo. Alors, c'est sûr que si on fait un 8 kg tapé, on peut pas faire une dissociation cognitive parce que c'est trop intense. J'ai eu l'occasion aussi de discuter avec un membre des forces spéciales qui m'expliquait que son coxage, lui, avait duré 17 heures. Ouais. Je pense que, effectivement, si tu n'as pas la faculté de pouvoir t'évader, tu peux pas passer à travers. C'est trop dur. Ouais. Donc, c'est des outils qui sont absolument indispensables pour pouvoir passer à travers ça, quoi. Comment ça se passe avec KarmaFit, les formations en présentiel et à distance, parce que tu fais les deux au final. En présentiel, donc voilà, c'est une séance traditionnelle, ils viennent et on s'entraîne. Mais il y a une grosse différence par rapport à une salle de CrossFit ou un Basic Fit, c'est que déjà on est très peu à la salle. C'est fait exprès parce que je supporte pas quand il y a trop de monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les stages d'immersion, on est entre 7 et 20 grand max. Pas comme dans d'autres stages où c'est en 60 personnes. Je vois pas le concept de coacher 60 personnes, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment très, très, très familial. C'est-à-dire qu'on fait souvent des sorties ensemble, on va faire
voilà, on va faire du tir, on va faire du paintball, on va faire de la VR ensemble, on va faire du basket. On joue beaucoup au basket d'ailleurs à la salle et en dehors de la salle. Ouais, on adore jouer au basket et des fois même on joue aux échecs. Voilà. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de discuter avec un stagiaire qui nous expliquait qu'il a gagné sa place, sa deuxième place au stage d'immersion à un tournoi d'échecs que tu as organisé. Exactement, c'était pendant le Spring Camp, donc c'est un camp d'entraînement offert pour la communauté Instagram Karmafit. Donc il y a 20 places open. Bon, c'est simple, en 1h30, toutes les places elles partent tellement que tout le monde veut participer. Et Max, qui est un ami à Val, moi je ne dirai pas le prénom en entier, qui rentre au première PMA, c'est un stagiaire voilà, qui a fait le stage immersion, qui a fait le coaching avec moi, avec les programmes et tout ça. Et bien en fait, voilà, Max il est venu au stage et je lui dis écoute, ben, si tu joues le jeu à fond et que tu plies le game, tu auras peut-être une récompense. Mais il faut gagner le tournoi d'échecs que je vais mettre en place pendant le camp. Et c'était l'un des seuls sur les 20 stagiaires à m'avoir pris au sérieux. C'est-à-dire que le mec, je te jure c'est vrai, il se couchait à 2h du matin, comme moi, et on s'affrontait tous les soirs. C'est la difficulté physique est normale, on a un peu de repos, mais je pense qu'on s'en sort tous très bien. Et puis ça va le faire sur les prochaines 25 heures. Toi, tu es à ton deuxième stage, c'est ça? J'ai fait le Spring Camp, oui, juste avant. Ouais. Et qu'est-ce qui te ramène à venir ici? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, j'ai eu la chance de gagner ma place du stage immersion durant le tournoi d'échecs qu'on a réalisé au Spring Camp. J'ai gagné le tournoi d'échecs. Aurélien m'a demandé ce que je voulais, je lui ai demandé et il m'a offert cette place. Donc, je suis là pour montrer qu'il n'a pas eu tort de m'offrir cette place et lui montrer que je me donne à fond pour qu'il soit fier de ce cadeau. Le stage immersion, c'est exactement ce qu'il faut pour savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est ce qui va mettre la lumière entre guillemets sur notre réelle conviction, notre réelle volonté à vouloir s'engager et où et pourquoi. Et en plus de ça, on a des encadrants qui donnent les réponses aux questions qu'on a. Et comme on a pu le voir, il y a pas mal d'encadrants qui ont changé complètement de voie grâce au stage d'immersion et ils se sont rendus compte que leur réelle voie n'était pas celle qu'ils voulaient de base. Donc franchement, il faut le faire. Et le pire des cas, c'est une très bonne expérience et ça fait grandir mentalement. Il est frappant, j'ai pu échanger avec lui, il est frappant parce qu'il est plein de motivation. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a marqué pendant le stage d'immersion. C'est que on voit des candidats qui arrivent, qui sont, en tout cas pour ce stage-là, entre 18 et 24 ans, qui arrivent hyper humbles, qui arrivent avec la volonté d'apprendre des choses et d'évoluer. Et il y a un esprit d'entraide qui arrive hyper vite dans le groupe. Ils se soudent assez vite. Ouais, parce qu'ils ont compris que seul, tu peux rien faire. Quand tu as 10 instructeurs en plus des FS qui te tombent dessus et qui te mettent la misère non-stop, si tu n'as pas ton copain qui te tape dans l'épaule, qui te fait un petit clin d'œil, qui petit mot magique pour te rebooster, là, un mec tout seul dans un stage comme ça, il tient pas. Là, au bout de 2 heures, je te jure, il crève le mec, psychologiquement. Parce que pour expliquer plus en détail, en fait, les stages d'immersion que tu proposes, c'est des stages qui durent 3 jours, où en fait, pendant 3 jours, les stagiaires sont immergés en immersion, on va dire, avec des anciens des forces spéciales, des instructeurs. Là, en tout cas pour ce stage, il y a entre 6 et 8 instructeurs et vous leur faites vivre un peu un calvaire, quoi. Là, on est au 2e jour. Ils n'ont pas beaucoup dormi. Ils sont comment, là, psychologiquement? Il y a 2-3 personnes, il y a eu quelques larmes, quelques craquages, mais personne qui a voulu arrêter. Ils savent que c'est l'esprit qui leur joue des tours un petit peu. On les a amenés un petit peu à bout avec un petit peu de simulation de coxage physiquement et moralement pour se demander si ça allait durer longtemps, pas longtemps, mouillé, pas mouillé. Donc du coup, ça joue un peu sur leur morale. Surtout au niveau de cette notion de ne pas savoir ce qui va se passer dans la minute d'après, c'est surtout ça qui joue un petit peu. Et après, rapidement enchaîner sur du physique pour oublier. Donc ils ont pu enchaîner sur la nuit. Après, ils sont venus ici, donc il y a une petite marge de 6-7 km là. Et après, on enchaîne rapidement sur leur donner du contenu aussi. Le but, c'est qu'ils soient capables de vivre des moments intenses mentalement et aussi pouvoir apprendre des choses et pouvoir le restituer tout de suite après. Donc là, on leur fait une petite notion de course d'orientation derrière, au petit matin. Donc là, 2 jours pour venir chercher un petit peu ce qu'ils ont dans la tête. Et donc là, ils sont assez éveillés mentalement et après, physiquement, ça commence un petit peu à se réveiller et on va continuer dans la journée comme ça.
Et qu'est-ce que tu penses qu'un stage comme celui-ci apporte à des candidats qui préparent ce type de concours, on va dire? L'avantage, c'est que c'est des situations qu'on va pas se retrouver tout seul à faire. Même si on a envie d'aller dans la pampa, s'enfermer dans un kéké, essayer de voir un peu ce que c'est de dormir sous la pluie ou quoi, on est seul, donc on a toujours cette notion de s'arrêter au moment où c'est douloureux, alors que là on a l'effet de groupe, où du coup on se dépasse parce que on voit que les autres n'arrêtent pas, dans des endroits où on aurait peut-être naturellement arrêté. Le fait qu'on ait un encadrement aussi autour, on se sent quand même en sécurité, et on se dit que on peut aller chercher parce qu'ils nous font le faire, ça joue aussi. Et la plupart, ce qu'ils viennent chercher, c'est voir s'ils sont capables de le faire, voir combien de temps ils peuvent tenir. Mais le but, nous, c'est pas qu'ils arrêtent en chemin, mais c'est que justement ils voient qu'ils puissent tenir longtemps. Et ensuite, ils cherchent à pouvoir un peu mais pouvoir savoir ce qui vont les attendre. Et comme ça, le jour où ça arrive, ils savent que mentalement, ils sont capables de tenir. Ils ont déjà vécu cette situation et du coup ils peuvent aller plus loin, savoir se préparer aussi en amont pour se dire ok, la prochaine fois que ça se présente, là le but c'est que pendant le stage ils fassent un maximum d'erreurs. Donc on les pousse à faire des erreurs pour qu'ensuite derrière ils disent ok, je ferai pas celle-là la prochaine fois, je corrigerai, mon matériel il me manquait ça, ma tenue il me manquait ça, comment je me suis donné sur tel ou tel effort, ça change. En fait nous le but pédagogique c'est la pédagogie par l'échec que j'ai recopié un peu du GIGN, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font ils sont tout le temps dans l'échec. Ça c'est fait exprès pour qu'ils se remettent tout le temps en question et qu'ils disent ok, comment on peut faire mieux la prochaine fois. Et deuxième chose, la stratégie de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'en fait, je rase tout. Physiquement et mentalement, je les détruis au maximum pour qu'on repasse sur des bases solides et des bases saines. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leurs croyances en disant je suis une merde, les autres sont meilleurs que moi, ou alors je suis le meilleur. Mais en fait, non, t'es ni une merde, t'es ni le meilleur. On revient à zéro et je te redonne des nouvelles clés. Les instructeurs FS te donnent des nouvelles bases et on repart sur un terrain sain. Parce qu'hier soir, qui était le premier soir, dès le premier soir, j'ai vu un candidat qui, lorsque l'un des instructeurs, il était allongé dans une flaque et l'un des instructeurs passait de l'un à l'autre en leur marchant sur l'abdomen, les abdos, et il y avait déjà des pleurs. Et quand j'ai vu les pleurs hier soir, au bout de quelques heures de stage, je me suis dit cette personne-là, elle tiendra pas. Et au final, cette personne-là, là, on est au 2e jour, elle est encore là et elle est pleine de motivation et c'est frappant en fait pour quelqu'un de l'extérieur, parce que tu te dis les gars ils y vont fort, la personne elle tiendra pas. Mais en fait, ils ont une telle volonté que, en fait, ils tiennent, ils sont là. Vous dites merci. Merci, instructeur. Merci, instructeur. Ok, première charge, je pèse. 92. 92. Voilà, vous avez la chance de prendre vous. C'est leur objectif. C'est-à-dire, il y en a qui veulent rentrer dans les commandos marines ou le premier PMA, donc le béret rouge, béret amarante, etc., ou béret noir pour les CPA. Et c'est ça en fait qui les fait vibrer. Donc à partir du moment où ils sont dans le down, où ils sont en train de subir en disant putain mais qu'est-ce que je fais ici, en train de ramasser comme une merde et tout, à me faire démonter par tout le monde, et je leur dis juste un petit mot, béret, juste ça, dans l'oreille, mais doucement. Et là on voit dans les yeux, c'est le Eyes of Tigers, vraiment ça brille, et là tu dis ah c'est bon, lui il a compris. Par contre quand ça brille pas, et que tu dis le béret, on sait que là le mec dans les prochaines heures il va commencer à craquer, donc on ralentit un peu la pression et voilà. L'idée c'est pas de le pousser à l'abandon quoi. Non, on a eu sur 100, j'ai compté à peu près, on a eu plus de 150 personnes en stage d'immersion depuis 2 ans. On a eu que 2 abandons. Voilà, parce que pour nous en tant qu'instructeur, dans d'autres stages c'est une autre pédagogie, voilà, libre à eux de faire ce qu'ils veulent les autres, mais en tout cas pour moi, et on est d'accord avec les autres instructeurs, c'est quand il y a un abandon, pour nous c'est un échec pédagogique. Parce que nous, le but, c'est de détruire effectivement le stagiaire, mais qu'il reste avec nous encore, pour qu'il apprenne. C'est ça. Pas qu'il se barre en disant putain, c'est trop dur. C'est trop dur, j'ai ramassé. Voilà. Donc on essaie de trouver le curseur pour tout le monde et qu'il n'y ait pas d'abandon. Après, voilà, on a eu des abandons, mais c'était très très particulier dans des contextes un peu farfelus des fois. C'est indispensable pour un candidat à ce type de poste de passer par une formation comme la tienne? Non, c'est pas, c'est même dispensable, on va dire, parce qu'il y a des personnes, voilà, qui ont jamais pris de coaching, qui ont jamais fait de stage et pourtant qui ont réussi leur sélection. Notamment comme Tony et Wayne, il y avait pas de structure comme Karmafit à l'époque, il y a 5 ou 10 ans, et pourtant ils ont réussi. Mais actuellement, il y a une grande problématique. Et la problématique est la suivante. C'est que les forces spéciales sont de plus en plus médiatisées. À l'époque, il y avait très peu de monde qui postulait au GIGN, aux premières PMA, commando marine, parce que c'était pas trop médiatisé. Et là, maintenant, en fait, on voit ça partout, que ce soit dans les jeux vidéo ou à la télévision, à la radio, dans les podcasts. C'est un truc de dingue. On parle tout le temps de force spéciale.
Et donc du coup, il y a de plus en plus de concurrents. Notamment pour le premier PIMA, j'ai énormément de demandes pour le premier PIMA, mais il y a très peu d'élus. Et donc, effectivement, on peut s'entraîner seul, on peut réussir seul, mais le temps de préparation va être énorme. Et moi, je le vois quand je prépare des gars en coaching, en l'espace de 6 mois ou 1 an pour certains, ils sont prêts et let's go, ils font leur CSO, PMPFS et top action, quoi. Donc c'est un grand gain de temps. On peut le faire tout seul, mais on va peut-être mettre 2 ou 3 ans, alors qu'en coaching, on peut passer 6 mois ou 1 an et hop, on peut déjà être dans l'action. Bon alors du coup Léo, cette première nuit, c'était comment ? Intense, très intense, dû au fameux coxage. Juste après l'entretien avec les FS, on s'y attendait pas trop, c'était intense, on a bien subi, mais c'est passé. On sait pas trop, mais je dirais que ça a dû durer 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, t'as pas trop la notion. Ah ouais, non, pas du tout. Ouais. Et c'était impressionnant ? Ah ouais, franchement, ouais, c'est impressionnant, les coups, tout ça, on s'y croit vraiment, c'est intense. Et c'est quoi le plus dur, psychologiquement ou physiquement ? Personnellement, c'était physiquement, c'est-à-dire que mentalement, ça allait dans le sens où on mouillait, tout ça, mais ça allait. Mais à partir du moment où j'ai vraiment reçu des gros coups, tout ça, on commençait à souffrir, quoi. C'est là que le mental a un peu... Est-ce que, honnêtement, il y a eu des moments où tu t'es dit, vas-y, tu sais quoi, j'arrête ? Ah non, jamais. Ouais, jamais. Je me suis dit, je suis là pour une chose en particulier et je lâche pas, quoi. Ouais, ça te maintient sur les rails, quoi. Ouais. Alors j'ai posé la question à un instructeur de ce qu'était le coxage. Ouais. Du coup, cette nuit, ils ont éprouvé le coxage. Tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est ? Bien sûr, le coxage, c'est une simulation de capture, de prise d'otage, dans le cas où la mission se passe pas comme il le faut et où on tombe aux mains de l'ennemi. Donc le principe du coxage, c'est de simuler cette situation, bien qu'on est en France, on est avec des personnes câblées et intelligentes, donc on peut pas aller à l'extrême comme ce serait le cas, mais on doit faire toucher du doigt à ces stagiaires que si on le souhaite, ils parlent. Et comment ça s'est passé cette nuit ? Comment tu t'appelles ? David. David, c'est Birza sur tes papiers, il n'y a pas marqué David. Quel papier ? Non. Ok. Tu veux savoir ? Comment tu t'appelles ? Ça s'est bien passé, alors on est sur un stage civil avec des normes civiles, un encadrement civil, donc c'était court comparé à ce qui se pratique dans les stages de sélection pour les forces spéciales. Ça a duré environ 3 heures. Un coxage au sein des forces spéciales pendant les tests, ça va entre 12 à 36 heures. Selon l'humeur, l'état et le nombre de personnes présentes. Parce que si on est 5, ça va beaucoup plus vite que s'il reste encore 20 personnes. Donc ouais, c'est ça le but du jeu. Pourquoi le coxage, du coup, c'est si important et c'est si redouté par les candidats ? Ouais, c'est important et c'est redouté parce que on peut faire échec au coxage, mais sauf que le truc, c'est que le coxage arrive très loin dans la formation. Alors ça peut être au bout de 6 mois, au bout de 8 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, 8 mois, t'en chies dans la formation, et au bout d'un moment, t'arrives au coxage et t'échoues. Et là, tu dis, mais en fait, j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Voilà. Et le truc, c'est que l'avantage dans le stage d'immersion, c'est que tu as le droit d'échouer pendant le coxage. Je veux dire, j'abandonne, j'arrête, il n'y a pas de souci, parce que ça ne va pas impacter ta carrière. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Parce que le coxage, c'est quand même assez violent. Bien sûr. T'as bien commencé pourtant, vous étiez 7. Tout le monde a confirmé. C'est Max. Max, ok. Donne-moi prénom instructeur. Quel instructeur ? Vous étiez avec béret rouge et béret vert. C'est quoi le prénom ? J'ai pas vu béret rouge et béret vert. Nous, on était 7. Ok, tu veux qu'elle chante ? T'es prêt à entendre crier la mort ? Ok. Tu veux encore chanter ? Si copain ne parle pas dans 10 secondes, je vais te faire chanter pendant 10 minutes non-stop. Non. Ok. Fais-moi chanter, moi. Laisse-la. Donne-moi prénom instructeur et j'arrête. Occupe-toi de moi, laisse-la. 1, 2, 3, 4. Je sais pas combien ils sont. 5,
6, 7. Ils sont plusieurs, 8. Ils sont plusieurs. 9. 2. Ok, c'est bien. Pourquoi c'est si violent? En fait, ce qu'il faut se dire, le coxage, c'est quoi déjà, le coxage? En fait, ça veut dire ça veut dire torture, en gros. Je simplifie. Imaginons qu'on est dans un pays étranger où les gars ne veulent pas nous faire de câlins et danser la zumba avec nous. Et quand tu te fais choper par ce genre de personnes, c'est de la torture, mais en mode hardcore. C'est scalpel, c'est crochet de boucher, ablation, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, du coup, dans le stage, on essaie de se rapprocher le plus possible de la réalité, bien sûr en respectant l'intégrité physique de la personne et la sécurité. On n'est pas là non plus pour découper les mecs et faire des arrêts cardiaques, mais on essaie à notre niveau de les pousser au maximum dans le retranchement. Voilà. Et donc on joue sur beaucoup de choses. Il y a le physique, il y a le côté émotionnel, il y a le côté on va utiliser certaines personnes pour les faire craquer. Enfin bref, il y a plein de techniques que je pourrais pas dévoiler parce que sinon on va trop spoil. Mais c'est ça le but en fait, c'est leur faire juste un échantillon pour que, ok, j'ai déjà vécu ce que c'était pendant quelques heures ou quelques minutes pour certains. On va me donner des clés à la fin du stage, ça me permettra de pouvoir réussir cette épreuve tant redoutée. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement, je me mets à la place d'un candidat qui voudrait passer ce type d'épreuve. Tu vas aller rechercher en fait des trucs pour essayer de voir quelles sont les épreuves de coxage, etc. Mais quand hier on a échangé tous les deux, tu m'as expliqué des techniques. Jamais de la vie vous penserez aux techniques parce que c'est tellement un peu farfelu, t'y penses pas vraiment. Et quand on te l'explique, quand Aurélien me l'expliquait hier, je me disais c'est hyper vicieux et ça doit être effectivement efficace quoi. Ouais. Psychologiquement, j'entends. Ouais. Parce que en fait, par rapport au coxage, ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres stages que j'ai vus sur internet, on ne citerai pas les noms, moi j'ai vu des coxages où des mecs étaient crucifiés quoi. Ouais, c'est chaud. Tu sais, attachés comme Jésus et tout ça. Et les mecs publient ça sur YouTube. Je dis mais what the fuck, ok, c'est un coxage, faut que ce soit violent et que ce soit ok, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un coxage plus intelligent et plus élégant, même s'il n'y a pas vraiment d'élégance dans la violence, ok? Et du coup, c'est sur ça qu'on joue. Comment briser une personne mentalement et physiquement sans trop la martyriser? Et ça demande beaucoup d'expérience. Mais crucifier un mec, c'est chaud. C'est hardcore. C'est sûr que le mec, au bout de 20 minutes, il a parlé. On le voit dans un extrait d'une vidéo sur YouTube, j'ai vu ça. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de travailler au corps à corps entre guillemets et mentalement et de trouver la faille. Et après, une fois qu'on trouve la faille, et ce qui est intéressant, c'est juste dans les micro-expressions. On touche à peine la personne sur un endroit spécifique, on voit la micro-expression qui arrive au niveau du visage, et là on dit c'est bon, on va appuyer dessus, ou le petit mot, et là on continue en boucle, et au bout d'un moment, la personne elle commence à fissurer mentalement, et dès qu'elle fissure, c'est tout le groupe qui fissure. On l'a vu pendant le stage, les 30 premières minutes, personne gémissait, personne criait, et au bout d'un moment, dès qu'il y a une personne qui a commencé à gémir, comme ça, alors là c'était la cacophonie, c'est la résonance, et ça s'amplifiait de plus en plus. À un moment dans le stage aussi, vous faites une épreuve où en fait les candidats doivent à l'aveugle faire une action en groupe. Quand je dis à l'aveugle, c'est qu'ils ont des bâillons sur les yeux. Je sais pas si on appelle ça des bâillons, mais à l'aveugle, ils doivent faire quelque chose. Et ce qui est impressionnant, c'est effectivement que il y a la musique à fond. Pour les perturber, et les instructeurs les poussent pendant qu'ils font ça. Alors ils ne voient rien, il y a la musique à fond, ils leur disent des horreurs dans les oreilles, et on voit que ça les perturbe. Et on joue sur aussi leur place dans le groupe. Il y avait un instructeur qui à un moment disait à un candidat tu vois pas que t'es nul, que tu sers à rien dans ce groupe, tu fais rien, etc. Et nous on les voyait. Eux ne voyaient rien, et le fait de regarder ce candidat dans ses actions, on voyait qu'il était complètement perdu puisqu'il essayait de prendre des trucs mais il savait pas quoi faire. Alors l'instructeur lui disait mais ça sert à rien de toucher ça, pourquoi tu fais ça et tout, et on voit que il perd pied pas facilement, mais que c'est super déroutant en fait. C'est quoi? T'as reçu là? T'as dit de faire quoi? C'est bon? Bouge ton cul là, putain. D'accord, donc c'est peut-être que parce que t'as pas un peu dans la goupille. Mais vas-y, mets dans la goupille. Bon, les crochets, c'est bon? C'est bon? Crochet, c'est bon? Ouais, Captain. C'est bon de quoi? T'as mis le deuxième crochet avant le troisième. Captain Crochet, c'est bon. Réfléchis un peu à ce que tu fais. Captain Crochet l'a mis, c'est bon. Et passe-le-moi gentiment. Gentiment. Tu l'as mis ou pas? Ouais, je l'ai mis. Réfléchis, montre-moi tes trucs. Je t'ai mis, je suis en train de mettre les derniers crochets. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu tripotes, pourquoi tu tripotes le truc?
Les instructeurs qui te poussent, en plus tu dois faire une tâche extrêmement complexe avec les yeux bandés et Absolument. en équipe, on dira pas ce que c'est parce que c'est la surprise. Et en fait, en plus on lui fait une double pression, c'est-à-dire gauche-droite, en binaural on va dire. Absolument, ouais. Il y en a un de chaque côté. Un de chaque côté, en plus on sort 2 discours différents. Et du coup, le cerveau il bug en fait. Et puis en plus de ça aussi, ce qui est assez marrant à voir, c'est qu'en fait vous créez 2 groupes, en tout cas là, hier c'était comme ça. Exact. Vous créez 2 groupes et vous mettez les 2 groupes sur cette expérience-là en compétition. En disant, parfois c'est pas forcément vrai, mais les autres ils ont fini, vous êtes à la ramasse et tout, et on voit que les gars ils sont en panique complète et tout. C'est impressionnant à voir. Il y a des moments où justement quand tu pousses tes candidats à bout, quand ils sont à bout, t'as dû voir des comportements insolites, t'as dû avoir des trucs qui ont dû arriver où t'as dû te dire, waouh, c'est fort. Ouais, on a eu un truc, c'était avec, on avait 2 filles, c'était au stage immersion 7, je crois aussi, je sais plus trop. Et en fait, il y avait une fille, elle avait pas mangé depuis le vendredi. D'accord. On était le samedi soir. Ouais, c'est chaud. Pas une goutte d'eau et pas une seule nourriture qu'elle avait avalée pendant tout ce temps-là. Et quand on voit ce que vous leur faites faire, c'est chaud. Même moi, tu me fais pas, je mange pas, je tombe en hypoglycémie, je fais une pélasse astrale, quoi. Elle a tenu jusqu'au soir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils étaient dans le bivouac, dans la forêt, donc ça se déroulait dans le Limousin, ce stage-là, et bien en fait, tout le groupe, par cohésion, a apporté cette fille jusqu'au QG des instructeurs. Donc un peu plus de 400 mètres de distance, avec des dénivelés, etc. Elle a fait un malaise. Ouais, elle avait fait un malaise. Parce que là, elle pouvait rien avaler, parce qu'elle était tellement stressée par le stage, qu'elle pouvait rien avaler ni boire. Trop de stress. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Alicia, voilà, ça s'appelait, je me rappelle. Okay. Et en fait, c'est là où on leur a dit, mais les gars, est-ce que vous réfléchissez? Vous êtes 15 personnes. Est-ce que vous avez besoin d'être 15 personnes pour transporter une personne? Ben, la réponse est non. Et en plus, pendant que vous êtes en train de ramener les personnes, au lieu de prendre juste 2 gars pour ramener la fille, tout le reste pouvait se reposer. Ou alors, encore plus simple, vous avez un Takiwaki. Vous nous appelez et on vous envoie des personnes ressources pour vous aider. Du coup, vous aurez économisé du temps, de l'énergie et vous serez reposé, manger chaud et tout ça. Bien sûr. Et en fait, ils ont perdu de 1 heure, ils n'ont pas mangé quoi au final. Tu m'expliquais aussi que pendant le stage, sur l'épreuve à l'aveugle, il arrivait que la cohésion soit perdue tellement vite que les gars se foutent sur la gueule. Ouais, exactement. En plus, c'est le tout premier atelier du stage. Et je préviens à chaque fois. Je dis toujours, les gars, attention, cet atelier, il est extrêmement stressant. Parce que déjà, on voit pas ce qu'on fait. Et en plus, ça demande beaucoup de réflexion et de concentration. C'est pas le jeu d'échecs, mais on n'est pas loin. et en fait, au stage, je sais plus combien, ça doit être le 7 pareil ou 6. En fait, il y a 2 mecs qui se tapaient dessus, quoi. C'est fou. Voilà. Parce qu'ils en avaient tellement marre, ils se gueulaient dessus. Ouais, mais c'est toi, nanana. Et en fait, on a passé notre temps à les séparer. Et ça, je trouve que ça démontre bien l'intensité du truc parce que, effectivement, comme tu le dis, cette épreuve-là, elle arrive tout de suite, en fait, dans le stage. Ouais, c'est dès le début. Il y a le petit cours de dev perso, le petit cours qui dure quand même un certain temps et en plus qui retourne le cerveau, là. Et tout de suite, on retourne encore le cerveau parce que là, on passe une activité physique et intellectuelle à la fois. En fait, d'une seconde à l'autre, vous savez pas ce qui va vous arriver, en fait. Ce qui va vous tomber dessus, quoi. Et ben, on se tient prêt, on garde notre sac à côté, et puis ce qu'on doit faire, on le fait, et puis même si on a tous échoué au coxage, au moins on va aller chercher quand même la fierté de réussir le stage, et puis... Et toi, qu'est-ce que tu es venu chercher ici, toi? Dépassement de soi. Ouais. Et... Tu comptes préparer quelque chose? Ouais. Je compte rentrer armée de terre, je sais pas encore trop... Je comptais un peu aussi sur ce week-end-là pour tous les aspirants à l'armée justement puissent un peu m'aiguiller. Et... dans ces moments-là, t'as intérêt à être soudé parce que sinon... déjà si on n'est pas soudé, on prend tous dans la tronche. Donc déjà il y a cette envie de cohésion pour pas ramasser, il y a cette envie de cohésion parce qu'on est tous dans la même merde. Parfois, pendant le coxage, les candidats, ils sont tellement poussés à bout qu'il t'est arrivé, tu me racontais qu'il y a un candidat qui fasse un truc, une dinguerie. Tu peux nous raconter ça? Alors c'était vraiment une intelligente situation, parce qu'en fait, c'était une erreur de notre part, on a mal fouillé les stagiaires. Et en fait, il y en avait un, il avait une grenade à plâtre, donc, je sais pas, il avait dû cacher, je sais pas, dans ses chaussettes, ou je sais pas où il l'avait foutu. Et il avait réussi aussi je sais pas quel moyen, c'est le mec, c'est Houdini, tu sais. Il a réussi à enlever ses serflex, quoi. Et en fait, il a sorti une grenade à plâtre et il a menacé les instructeurs de la faire éclater. Bon, bien sûr, nous on a rigolé. Mais c'est là où on a rigolé aussi dans le sens où les personnes ressources qui travaillent avec nous, donc les personnes ressources, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui ont déjà participé au stage immersion et qui reviennent en tant que bénévoles
mais pour nous aider et qui refont entre guillemets un deuxième stage immersion offert. Mais ils sont avec les instructeurs, ils dorment avec eux, ils mangent avec eux. Donc ça, c'est une expérience aussi incroyable. Et donc on voit la personne ressource courir, elle ouvre la porte et tout en criant « Il y a un gars avec une grenade à plâtre, vite, aide-nous », tout ça. Et en fait, on se retrouve avec Wayne du premier PMA, tu vois. On dit « Mais t'inquiète, on va gérer, tranquille quoi ». Et c'est là où on voit la différence de niveau, c'est pas qu'une question d'arrogance, mais de niveau de concentration et de calme par rapport à toutes les situations. Lui qui voyait un truc ubuesque, ben nous on voyait quelque chose de banal en fait. On se dit mais t'inquiète, on est 10, on va gérer. Et au final on a géré easy quoi. Voilà. Et il a regretté. Ouais. Il y a pas mal de gens qui arrivent à s'échapper pendant les stages. Hein. Il y en a toujours un ou deux et bon après on arrive à les choper parce qu'on a des outils spécifiques pour les retrouver. Bon hier il y en a pas eu. Il y en a pas eu parce qu'on avait une nouvelle stratégie pour éviter que ça se renouvelle. Mais ouais, c'est rigolo de voir les stagiaires qui arrivent à s'enfuir et après quand on les chope, ils se disent ah putain, ouais, je vais prendre faux. Ouais, tu vas prendre tarif. Et ouais, ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé incroyable, c'est la faculté que l'humain a pour recouvrer sa liberté. Quand tu vois les récits de ces deux mecs qui s'évadent de prison, l'ingéniosité, tu te dis ouais, c'est incroyable. Mais parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un homme face au désespoir. C'est-à-dire quand tu le bloques contre un mur, il va se battre avec l'énergie du désespoir. Et là, attention, ça peut être très très dangereux. Là, on est dans un stage d'immersion, donc ils savent qu'il y a l'espoir de partir à la fin du stage le dimanche. Normalement, ouais. Mais si c'était un stage entre guillemets illimité comme dans un monde militaire, là, voilà, les mecs, ils vont trouver toutes les solutions possibles pour pouvoir se barrer, quoi. Ouais, tu m'étonnes. T'as dû voir des espèces d'incohérences dans l'image que tu pouvais avoir d'un candidat et son comportement. Tu as vu des montagnes qui craquaient et des petites nénettes hyper frêles qui tenaient coûte que coûte. Incroyable. L'immersion 9, on a eu un militaire d'un régiment d'infanterie, on va pas citer le régiment, et qui a déjà fait 2 stages commando. Et en fait, premier coxage, le lendemain, il vient me voir, il fait Aurélien, il faut que je te parle. Tu sais, j'ai l'impression que je parlais avec ma meuf, tu vois. Faut que je te parle. Assieds-toi. Faut que je te parle. Et je dis ouais, ça sent la noisette là. Et donc le mec il me dit ouais, j'arrête le stage, j'en ai marre de ramasser, moi je suis déjà militaire, le ramassage c'est bon, j'ai fait ça, etc. Je dis mais frérot, en fait là t'es avec des forces spéciales, en plus tu vas aller au premier PMA. T'as un gars du premier PMA, c'est l'occasion de briller en fait. Là c'est comme si je jouais tes sélections. Et le ramassage, mais demande à Wayne, même lui qui était dans les fesses, il en faisait tout le temps. C'est normal, ça fait partie du jeu quoi. Et t'inquiète pas, t'as du contenu, on va faire des comptes dev perso, du CQB, tout ça. Pour ceux qui ignorent, le ramassage c'est quand tu prends tarif quoi. Quand tu te fais punir, que tu pomper pisse, tu ramasses quoi. T'es tout le temps au sol quoi. Rentre ton ventre toi là. Il y en a qui connaissent. Par contre la première nuit ça éclate. Un bon tiers ça remet en question un bon tiers des motivations du groupe. Parce que la nuit, tu peux pas t'entraîner tout seul à ça. Là tu les mouilles, tu les laisses au garde à vous dans le froid. Même si tu fais 50 tractions, t'es pas préparé à ça. Donc c'est là où tu mets à l'épreuve les motivations des mecs du groupe entier. Et donc du coup, ce gars-là il a arrêté parce que fracture du moral, parce qu'on l'a poussé à bout quoi. Et à l'inverse, t'as eu d'autres profils qui étaient hyper solides. Et à l'inverse, on a eu des filles comme Célia, comme Alicia, même si elle a fait une petite PLS, après ça a mis quand on lui a donné un petit sucre là. Et bien en fait des filles qui étaient incapables de faire des tractions ou qui avaient un cardio moyen, proche du néant entre guillemets, et bien qui pendant le coxage, ça bronchait pas. Dans les marches commando, genre 20 kg ou 30 km avec des 20 kg sur le dos, ça bronche pas et ça avance. Et là, je me suis dit, wow, la différence de mindset. Là, t'as un mec qui a fait 2 stages commando, t'as une fille qui est même pas encore dans le monde militaire, mais qui a réussi ses tests BSPP, comme Célia, que je coach à la salle, qui, elle, a fait le coxage, les doigts dans le nez, entre guillemets, même si elle a abandonné le coxage au bout d'un moment. Et elle m'a dit, putain, c'était la meilleure expérience de ma vie, mais jamais de la vie, moi, j'aurais abandonné. Et là, je dis, comme quoi, j'ai expliqué tout à l'heure, loi du succès, 5% de stratégie, 95% mindset. La stratégie, c'est juste, je tiens 1 heure de plus à chaque fois. Et le mindset, c'est, je verrouille tout ce qui se passe dans ma tête et je crois en moi et j'avance. On en parlait tout à l'heure, tu dispenses de pas mal de conseils de type développement personnel dans les stages, c'est pas que du physique. On a parlé de la loi de l'attraction, tu parles aussi de la légende personnelle et même tu as une approche de la mort, ce qui est cohérent mais qui peut surprendre quand on lit le programme. Pourquoi c'est si important tous ces cours? La loi d'attraction parce que c'est une loi universelle et quand on connaît les fondamentaux et les clés,
ben en fait, ça nous permet d'augmenter nos chances de réussite dans tout ce qu'on entreprend. Que ce soit pour trouver la femme de sa vie, comme moi en une semaine, en activant l'attraction. Je sais que ça peut paraître fou, mais c'est vrai. C'est parce que t'es un beau gosse international aussi. Ouais, j'avoue. En toute modestie, j'avoue. Ouais, je suis obligé. En une semaine, ou augmenter ses revenus, ou réussir ses concours, la loi d'attraction fonctionne vraiment pour tous les cas de figure. Et quand on connaît en plus, c'est que la physique quantique. C'est vraiment de la mécanique physique quantique, c'est basique, on applique, ça marche. Après, pour la légende personnelle, ben ouais, c'est important parce que, en fait, la légende personnelle, c'est se poser les bonnes questions. Ok, je suis une âme qui incarne un corps, mais quelle est ma mission sur Terre, en fait? Est-ce que je suis juste là pour manger et chier et consommer Netflix, Pornhub et YouTube? Parce que c'est ce que fait actuellement 95% de la population mondiale. Donc, nos fameux gilets jaunes. Et donc, du coup, ils vont être contents. Deuxième cartouche. Ils vont... Les pauvres. Et donc, du coup, la légende personnelle, c'est de leur faire comprendre, les gars, vous avez dit entre 18 et 24 ans, les questions de légende personnelle, c'est qu'est-ce que je fais sur Terre, qui suis-je? Tu sais, les questions métaphysiques, un peu philosophiques, on se les pose en règle générale à 40 ans. Mais c'est trop tard à 40 ans. C'est là où il y a la crise existentielle de l'âme. Et donc, du coup, si on se la pose à 18 ans et qu'on se dit, en fait, non, je suis fait... Mon objectif, c'est d'avoir le béret vert, béret amarante, bref, sur la tête et servir mon pays et aider les gens, la population, etc. Et que tu la réalises maintenant, mais mon gars, quand tu arrives à 40 ans, t'as pris de l'avance. T'as pris de l'avance sur toi-même, en fait. Même pas sur les concurrents, sur toi-même. C'est-à-dire que moi, je vois plein de gens à 40 ans, ils sont en PLS astral. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions en disant, qu'est-ce que je fous dans ce métier-là? C'est quoi cette meuf que j'ai? Mon travail, il est nul. Et je vois ça tout le temps, en fait. Mais les gars, en fait, si vous avez posé les bonnes questions à 18 ans, 40 ans, au lieu de te plaindre, en fait, tu vis ta meilleure life. Et c'est ça qui, moi, m'a frappé avec tous les gens que j'ai rencontrés durant ce stage. C'est leur... Enfin, ils ont une tête bien faite, quoi. Ils sont hyper matures. J'ai discuté avec un des formateurs hier, un des gars de l'encadrement, et... Donc un gars d'une trentaine d'années, etc., bien câblé, machin. Et à un moment, je lui demande, mais toi, t'as quel âge? 23 ans. D'accord, ok. En fait, tu te rends compte que on n'est pas tous câblés pareil et au même âge. Et tous ces mecs-là qui sont là, ils savent où ils vont, ils savent pourquoi. Ils ont déjà fait, comme tu le dis, le travail que beaucoup font beaucoup plus tard. C'est ça. Et moi, ça m'a impressionné. Je leur ai dit d'ailleurs. Leur humilité... leur approche de la vie, de leur comportement, etc. J'ai été hyper impressionné par eux, en toute honnêteté. Et pour la mort, pour répondre à la question sur la mort, ça c'était quelque chose de très très difficile pour moi, parce que c'est l'un des cours qui m'a demandé pas le plus de travail, mais le plus de réflexion. D'accord. Comment aborder un sujet tabou? C'est très complexe, parce que la politique, le sexe, l'argent et la religion, et en plus la mort, c'est vraiment des sujets tabous en France. Dans d'autres pays comme quand j'ai vécu en Australie, on peut parler de ça normal. Hein. Mais en France, c'est très très complexe. Et donc du coup, en plus, il fallait que je l'apporte aussi d'un côté laïque. Parce que moi, je suis dans la philosophie bouddhiste, entre guillemets. Donc je récupère toutes ces techniques de philosophie bouddhiste et je dois la mener en version occidentale pour que ça soit compatible avec tout le monde. Et pourquoi la mort? Parce que en fait, c'est simple. C'est un métier où on est confronté à la mort en permanence. Notamment en plus pour les pompiers. Parce que les pompiers sont en contact de la population. Et les militaires, là, c'est la mort encore... Enfin, c'est violent, ça peut être des enfants, des balles, des explosions, des mines, etc. Et donc, du coup, si on n'enseigne pas la gestion des émotions et la gestion du deuil, on peut se retrouver avec des mecs qui vont développer des syndromes post-traumatiques, des problèmes au niveau physique, de l'anxiété, de la peur... une perte de confiance en soi, de la tristesse, de la colère, de la haine, etc. Parce que oui, j'ai perdu mon collègue en OPEX, etc. Mais en fait, ok. Mais tiens, voilà, je te donne un outil pour pouvoir décompresser émotionnellement. Ouais, c'est sûr que c'est important de donner les clés aux soldats pour se sortir des situations dans lesquelles ils vont être. Psychologiquement, en tout cas. Et j'ai offert le cours sur Instagram pendant 24 heures, donc il y a eu plus de 300 personnes qui ont téléchargé le cours. Donc, sur la mort? Ouais, sur la mort, donc c'est un cours qui a vraiment cartonné. Et j'ai eu des retours incroyables. Il y a carrément un mec, il a montré toute sa section. Dans sa section, il y avait des médecins et des auxiliaires sanitaires militaires. Donc je pense qu'ils devaient être une dizaine. Ils ont tous dit, le cours il est incroyable. Donc je suis super content d'avoir pu aider et transmettre ce genre de savoir. Et d'ailleurs, du coup, Aurélien vous offre à vous qui écoutez ce podcast ce cours gratuitement. Il va le remettre dispo et le lien de ce cours-là sera disponible sur la page Instagram de Tactical Cast sur les 3 posts qui concerneront KarmaFit.
Donc n'hésitez pas à y jeter un œil parce qu'effectivement c'est hyper intéressant. C'est quoi les prix d'ailleurs, Aurélien, et comment ça se passe pour te contacter si quelqu'un est intéressé pour se faire ce type de stage? Alors pour le stage immersion, c'est 810 €. Ouais. Alors je sais, il y en a certains, ils vont faire un AVC quand ils vont entendre le prix. Mais sachez une chose, c'est que quand on fait venir des instructeurs force spéciale, ça coûte pas 1 euro. Deuxième chose, je suis pas une association caritative, je suis une entreprise, donc du coup forcément j'ai des charges à payer, URSSAF, TVA, hein, tous ceux qui sont entrepreneurs vont connaître. Et donc du coup aussi, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est-à-dire que quand je vois des stages à 50 €, quand je vois des stages à 150 balles et que enfin bref, avec les instructeurs, tout ça, déjà c'est un manque de respect total envers des soldats qui ont risqué leur vie pour la nation et sauvé des gens. Parce que des mecs comme ça vaut pas 150 balles. C'est clair. Tu vois. Et déjà il y a ça. Et deuxième chose, le savoir se paie. Voilà. Donc il y a un gros coût. Un stage immersion, moi en termes de coût, ça me coûte plusieurs milliers d'euros. Entre le cameraman professionnel, la location du terrain, les répliques de combat, les instructeurs, plus tout le matériel à acheter, tout ça, à chaque stage, parce que c'est des trucs qu'on peut utiliser qu'une seule fois pour certains trucs, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Donc c'est pour ça qu'il y a un coût qui permet de pouvoir absorber toutes les charges et qui nous permettent aussi d'être en confort pour pouvoir acheter tout le matériel dont on a besoin et de pas être en mode roumain pendant le stage. Ouais, c'est clair. Mais c'est d'ailleurs, vu de l'extérieur, quand on voit comment le stage est géré, le nombre que vous êtes, le nombre d'organisateurs, etc., on comprend, ça rend cohérent le prix, tu vois, vu de l'extérieur. Et du coup, comment ça se passe si quelqu'un veut te contacter pour un coaching à distance ou même pour un stage? Tout simplement sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube, mais je suis vraiment très très actif sur Instagram. Moi, j'ai une grosse communauté de 25 000 personnes. Donc, mais je réponds très rapidement, en moins d'une heure, je réponds à toutes les questions. Donc, si les personnes sont intéressées pour du coaching, pour aider à augmenter leur niveau physique et leur niveau de mindset, ou vivre une expérience transformationnelle et légendaire dans le stage immersion, m'envoie un message en MP et puis je réponds avec grand plaisir. Ouais, parce qu'effectivement, tu fais bien de le dire parce que là, par exemple, pour le stage qui a lieu là, il y a un candidat qui est juste là pour se dépasser. Il n'est pas du tout là pour rentrer dans une section spéciale ou autre. Il est vraiment juste là pour prendre tarif et voir ses limites. C'est le seul. Ouais. C'est le seul parce que normalement. Depuis le début? Ouais, de tous les stages que j'ai fait immersion, c'est le seul que j'ai pris parce que il a toujours été intéressé par le monde de l'armée et il s'est dit peut-être que si je fais ce stage, je quitterai mon métier, je rentrerai dans l'armée ou pas. Et il est vraiment passionné. Voilà, mais si on n'a pas la fibre de l'armée, police, gendarmerie, au monde des pompiers, etc. Et qu'on veut juste perdre du poids, parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour la perte de poids. Ils ont cru que j'étais Weight Watchers, les mecs, je te jure. Mais quand tu vas prendre 3 tartes dans la figure et que tu vas te faire insulter et que en plus tu auras des entraînements physiques, tu vas te dire mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas ça, quoi. Ils tiendront jamais les mecs, c'est impossible. Et c'est pour ça que les jeunes ils tiennent, parce qu'ils ont cet objectif qui est gravé en haut dans leur ADN, dans leur cœur, et ça c'est leur combustible en fait, c'est ça qui les fait avancer. Donc un mec lambda qui vient pour perdre du poids, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que ce gars-là je l'ai pris parce que il avait quand même cette fibre, quoi. Ouais, il avait cette fibre. Et d'ailleurs il tient extrêmement bien le coxage et tout, c'est incroyable. Il est bon, il est très très bon. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais des recommandations à nous faire? Donc c'est vraiment libre, hein. Tu nous dis à peu près ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager aux gens? Recommandations à faire à tous les jeunes qui se préparent pour des concours et des sélections, armée de terre, police, gendarmerie, monde des forces spéciales, etc. Ne négligez pas votre préparation mentale. Et je le répète constamment, parce que la répétition fixe la notion. Ça, mes disciples, ils en peuvent plus de cette phrase, mais c'est tellement vrai. C'est que là, on a fait un challenge gratuit pendant 5 jours sur Instagram pour animer la communauté, tout ça. On a eu plus de 80 personnes dans le challenge. On a fait 5 jours de cours que sur le mental. Et tous les jours, on envoyait un petit entraînement avec Wayne du Premier PMA parce qu'il participe avec moi dans le challenge pour aider la communauté. Et les gens ont été choqués. Ils nous ont dit, mais attendez, on a vu que le mental. Et en fait, ils se sont dit, à la fin du challenge, ils se sont dit, mais en fait, ouais, vous avez raison parce que quand on voit toutes les clés que vous donnez, les paradigmes, le subconscient, loi d'attraction, etc., en fait, on se rend compte que on connaît rien. Mais vraiment rien. Complètement. Voilà. Et que c'est, comme tu le dis, en fait, c'est 95% du job. Et c'est le plus important. Et étrangement, et c'est ça qui est marrant, quand on étudie un peu les sportifs de haut niveau comme Kobe Bryant, Michael Jordan, parce que moi j'ai fait du basket et tout ça, ou Phil Jackson qui était l'entraîneur de ces mecs-là, ou Tim Grover qui était un préparateur physique de Michael Jordan, Kobe Bryant et tout, ou d'autres sportifs de haut niveau. Ces mecs-là, ils font de la visualisation, de l'affirmation, de la méditation, et c'est prouvé, hein, il y a plein d'articles, c'est même écrit dans les livres, il y a des vidéos où Kobe Bryant, il explique, il fait la méditation tous les jours, quand il était encore vivant, à son âme, et en fait, ces techniques-là, ça existe depuis des milliers d'années. Il y a un moment, il faut se poser de bonnes questions. Quand il y a de la méditation, de la visualisation, des mantras, des mudras qui existent depuis 2000, 3000,
ou même 4 millions pour certains outils que j'enseigne, mais en fait, l'être humain, il n'est pas débile. Ouais. Ça vient de quelque part. Ça fonctionne. C'est comme la roue. Depuis la Mésopotamie, ça existe. Ça fait des milliers d'années que la roue existe. Là, on est dans des voitures Tesla de 2023 avec des nouvelles technologies, mais on a toujours des roues en fait. C'est clair. Parce que c'est simple, efficient et ça coûte que dalle. Et il n'y a pas d'effet secondaire, comme la méditation et tout ça. Ouais, non, mais c'est clair. Tu as complètement raison d'en parler. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La réussite. Ouais. Plus de stagiaires encore, quoi. Ah, plus de stagiaires, non, parce qu'on bloque toujours à 20 et on dépassera pas à chaque fois les 20 parce qu'on veut garder une qualité de travail. Mais voilà, de la réussite dans le sens où pas la réussite pour moi, parce que moi je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'est les autres. C'est-à-dire, moi, mon kiff, en fait, c'est pas l'argent. Parce que voilà, l'argent, c'est bien, oui, parce que ça me permet de vivre correctement, de pouvoir payer les instructeurs et tout ça. Mais moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de me dire, waouh, ce mec-là, je l'ai eu en stage, je l'ai eu en coaching. Regarde où il est aujourd'hui, quoi. Il a fait sa formation et là, maintenant, il porte son béret. On peut donner l'exemple de Sierra, que tu as vu, le jeune de 23 ans, là, qui est ultra câblé. Il a fait le stage immersion avec moi. Le mec, il a brillé pendant le stage physiquement, intellectuellement. Je peux raconter des histoires de ouf avec lui. C'est incroyable. Pendant le stage, j'ai bugué, hein, vraiment. Il est impressionnant. Ouais, je pense même qu'il est HPI. Et là, 1 an plus tard, il passe de stagiaire à instructeur. Et là, il est dans les CPA 10, quoi. Là, tu te dis, mais attends, le mec, c'est une machine, quoi. Ouais, et ça me fait kiffer. Et lui, maintenant, tu vois, quand il vient, on se fait la bise et il me dit, Aurélien, si t'as besoin de moi pour tous les stages, compte sur moi. Voilà, t'es mon bro, t'es mon frère, quoi. Voilà. Et moi, voilà, quand il va me raconter ses premières OPEX et tout, je suis super content d'avoir participé à mon niveau, à mon petit niveau, parce que je suis pas non plus un dieu, hein, parce que j'ai des mentors qui sont à un niveau divin. À mon petit niveau, de t'avoir inculqué quelques petites clés qui t'ont permis de débloquer certaines situations, parce qu'il m'a raconté des situations où il était bloqué pendant ses formations de militaire, notamment dans le saut en para, où il a été bloqué, tétanisé sur le premier saut. Et en fait, il s'est souvenu d'une clé que je lui avais donnée pendant le stage immersion. Et en fait, ça l'a débloqué, il a sauté, il m'a dit, waouh, putain, ça m'a libéré. Et la clé, c'était, le jour où tu seras dans le dur et que tu dois faire une sélection, je sais pas, un saut, tirer, sauver quelqu'un, n'oublie pas que tu seras la meilleure version de toi-même ce jour-là. C'est-à-dire que tu as bossé pendant des mois et des années, et tu peux pas faire mieux. Donc donne-toi à fond, en fait. Ouais, c'est clair. Et en fait, ça lui a popé dans la tête, avec ma voix et tout, il m'a raconté en détail. Et il m'a dit, j'ai sauté et ça s'est bien passé. C'est une belle histoire. Je te laisse le mot de la fin. N'oubliez pas de rester des leaders dans l'action. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, c'était vraiment cool. Merci de nous avoir invités aussi, de nous avoir fait partager ça. Et puis moi j'invite absolument tout le monde à aller découvrir le travail d'Aurélien et de ses collègues sur Instagram. Il a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses qui vont vous permettre de comprendre ce qu'il fait et de vous montrer un peu l'intensité de ce qui est proposé. À bientôt. Merci. Et puis bonne continuation. Merci. TacticalCast est maintenant sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur @TacticalCast. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je rappelle pour terminer que l'airsoft est un loisir et qu'en aucun cas c'est une apologie de la violence ni même un amour caché pour la guerre. Nos propos sont évidemment en lien avec l'airsoft, seulement avec l'airsoft. Qu'aucun amalgame ne puisse être fait. Ici, personne ne se prend pour ce qu'il n'est pas, pour un militaire ou autre. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées. Nous allons faire en sorte de proposer du contenu régulièrement, autant de notre passion commune. En espérant que ça vous ait plu, c'était Cano pour TacticalCast. Peace.